1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un de l'organisation prend la parole? Non. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. On démarre pile à 10h30. Vous savez, moi, je suis franco-suisse. La Suisse, c'est un pays de montres et d'horlogerie. Donc, on démarre pile à l'heure. Voilà, c'est un plaisir de voir la salle remplie. C'est un plaisir de vous voir tous ici pour cette journée du Forum Normandie pour la paix. Et je crois que les expériences, les récits que vous allez entendre dans l'heure qui viennent vont sans doute appeler des commentaires, des questions. En tout cas, vous vous en souviendrez. Voilà, mon nom est Richard Verly, je suis journaliste. Je pense que les noms vont apparaître. Voilà, c'est fait. Je suis journaliste pour le quotidien suisse Blick, B-L-I-C-K, qui veut dire regard en allemand, et qui est un quotidien publié en langue allemande dans la partie alémanique de la Suisse et en langue française dans sa partie romande, que vous connaissez peut-être pour ceux d'entre vous qui sont allés en Suisse. Et je suis déjà venu 2 fois dans ce forum, c'est la 3e fois et c'est un plaisir de m'y retrouver à l'initiative aussi et à l'invitation d'une organisation que je voudrais citer tout de suite, Initiative et Changement, une organisation que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous incite à aller sur le site web Initiative et Changement, qui est une organisation basée en Suisse, au-dessus d'une ville dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Montreux. Au-dessus de la ville de Montreux, vous avez un très beau château qui ressemble à une espèce de grosse meringue qui s'appelle le château de Caux. Et c'est là qu'est le siège d'Initiative et Changement, qui est une organisation qui, depuis l'après-guerre, en fait, a pour mission de transformer le monde par des gens qui se sont transformés et qui transforment les autres. Donc de changer le monde ou d'essayer d'influer sur le monde, sur les situations évidemment de guerre, par le témoignage et par l'action personnelle d'individus qui eux-mêmes ont pris leur destin en main et qui se sont donnés pour mission de changer les autres. Et là, de ce point de vue, on a 3 personnalités et invités extraordinaires parce qu'en plus, je ne dirais pas que c'est une chance parce que c'est plutôt une malchance d'être dans l'actualité, puisque ce sont 3 personnes qui ont beaucoup travaillé sur le Proche-Orient, qui connaissent le Proche-Orient par cœur, qui connaissent la situation en Israël et au Liban notamment par cœur. Or, il ne vous a pas échappé, il suffit d'ouvrir vos portables ou de regarder la télévision pour savoir que le Liban, en ce moment même, est dans une situation extrêmement difficile, avec des bombardements israéliens tous les jours. Et quant à Israël, bien évidemment, on va commémorer dans quelques jours, le 7 octobre, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Et je suis sûr que vous en avez entendu parler avec cet assaut du Hamas qui a donné lieu ensuite à la guerre dans la bande de Gaza. Alors on a 3 invités. Je vais commencer évidemment par Wadia Khoury, par la dame. Wadia a fondé une ONG, enseignant, acteur du changement social. Juste avant de démarrer notre conversation, elle me racontait qu'elle était encore il y a quelques jours avec des enseignants qu'elle forme véritablement à essayer de changer les choses dans la région de Tyr, au sud Liban, qui est en ce moment même, au moment où on parle, j'en suis sûr, sous les bombes, et qu'ensuite, dans la même journée, elle a rejoint le nord du Liban par cette route qui, en ce moment même, est complètement congestionnée, embouteillée, parce que tous les réfugiés cherchent à évacuer le sud du Liban qui est sous les bombes de l'aviation israélienne. Donc Wadia a vraiment fait, en essayant par les enseignants, c'est-à-dire par vos enseignants, ceux qui vous enseignent, de changer les choses et d'influer sur le destin de ce pays à la fois très fragile, passionnant et compliqué. Il est d'ailleurs fragile parce qu'il est compliqué, le Liban. Ensuite, Assad Chaftari. Alors Assad, aujourd'hui, j'allais dire, il fait carton plein, puisqu'en plus, il fait la dernière page de Ouest France. Vous le trouverez ici. Vous pourrez lire son histoire ici pour ceux qui regardent Ouest France. Assad a un itinéraire sur lequel il reviendra. Il nous dira quelques mots, puisque c'est son itinéraire personnel, c'est sa vie qui lui a servi, je dirais, qui a été le déclencheur de l'action qu'il mène aujourd'hui. Assad est un ancien combattant des forces chrétiennes libanaises dans une autre guerre
une guerre, vous n'étiez pas né à cette époque, une guerre qui a ensanglanté les années 70 et 80 au Liban, qui était la guerre contre, alors je ne vais pas faire la chronologie, mais des forces chrétiennes contre les Palestiniens, ensuite l'implication des Israéliens, bref, tout le monde avait fini par se faire la guerre, tout le monde avait une raison de se faire la guerre et de s'entretuer, et Assad a participé à un certain nombre de ces expéditions meurtrières, et à un moment, il le racontera, il a pris conscience du fait que non seulement ce n'était plus possible, mais que c'est avec d'autres combattants qui, venant d'autres parties de cette guerre, d'autres parties au conflit, eh bien c'est avec d'autres combattants qu'on peut réussir peut-être, à changer le cours des choses. Et votre organisation, ton organisation s'appelle Combattants pour la paix au Liban. Combattants pour la paix, et ce n'est pas seulement, ce sont des combattants qui ont été des combattants de la guerre et qui sont devenus des combattants de la paix, avec toujours cette même démarche qui est celle de la responsabilité personnelle, alors que souvent on a tendance à penser que ce sont des organisations et des États qui décident de tout. Et l'itinéraire d'Assad prouve que les hommes et les femmes ont aussi une part personnelle à jouer pour changer les choses. Et enfin, grâce à Peter Schembrook qui est parmi nous, nous aurons le regard de l'historien. Peter qui est de nationalité britannique ou irlandaise, Peter? Ou les deux? Britannique. En Normandie, les Britanniques, on connaît. Voilà. Peter vient d'écrire ce livre qui est pour l'instant seulement disponible en anglais, Policy of Deceit, Britain and Palestine, de 1914 à 1939. Là encore, les plus érudits d'entre vous, les plus intéressés par l'histoire, savent peut-être que l'actuel territoire de la Palestine, c'est-à-dire une large partie de l'actuel territoire d'Israël, était sous mandat britannique. À la même époque, le Liban était sous mandat français, tout comme la Syrie. Et c'était donc le Royaume-Uni qui avait la garde, la charge de ces territoires qui aujourd'hui sont disputés entre Israël et les Palestiniens. Et Peter explique dans son livre, je ne l'ai pas encore lu, il me l'a gentiment dédicacé, qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui le gouvernement britannique et globalement les gouvernements des grandes puissances évitent de dire sur ce qu'ils ont fait à l'époque, sur ce qu'ils avaient promis et ce qu'ils n'ont pas tenu, et que peut-être une partie, en tout cas des racines du conflit d'aujourd'hui, comme souvent, se trouve dans le passé. Et Peter nous en parlera tout à l'heure. Peter parlera, il s'exprimera en anglais, en français, pardon, excusez-moi, il s'exprimera en français, mais lorsque vous poserez des questions, et je vous incite vraiment à poser des questions, sans doute il répondra en anglais, et vous pourrez, je vois que pas mal de gens ont le casque sur les oreilles, vous aurez la traduction simultanée grâce à nos amis qui sont là-bas dans la cabine. Donc pour l'instant, vous traduisez du français au français, j'imagine. Je ne sais pas si vous traduisez du français à l'anglais aussi, non? Peut-être pas. Oui, d'accord. Donc il y a des anglophones ici. Il y a des anglophones qui peuvent entendre ce qu'on dit en anglais. Alors je vais commencer par le récit personnel qui peut-être fait le plus écho à l'actualité. Alors je suis journaliste, donc bien évidemment, je m'intéresse à l'actualité. Je pense que vous aussi, c'est une actualité qui vous parvient, peut-être d'un peu loin, elle vous paraît assez lointaine, mais le fait est qu'elle nous concerne tous, puisque le Proche-Orient, comme on l'appelle, c'est-à-dire Israël, Liban, Syrie, a cette caractéristique que tout ce qui s'y passe rejaillit sur ce côté-ci de la Méditerranée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au Proche-Orient a une conséquence directe pour nous, ici, en Europe et en particulier en France. Donc, Assad a été un acteur d'une guerre passée. Il y a maintenant une autre guerre qui a lieu. Et ma question, elle sera simple pour commencer, Assad, et tu nous parleras évidemment de ton histoire. Ma question, elle sera simple. Est-ce que des combattants pour la paix comme toi, des gens qui ont changé de camp, qui sont passés du camp de la guerre au camp de la paix, c'était possible lorsque tu l'as fait dans les années 80, 90? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Vas-y, tu peux te lever, tu peux... Voilà. Bonjour tout le monde. Sur ses mains, il y a du sang. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, tous les jours.
j'ai beau les laver, j'ai beau laver le cœur, mais une fois qu'on a du sang sur les mains, on l'a pour toujours. J'avais votre âge peut-être quand ma guerre civile a commencé. En fait, je crois que même j'étais bien plus jeune. C'est quand j'ai entendu parler de l'autre, qu'il y avait un autre, qu'on n'était pas tous chrétiens dans ce pays, au Liban, quoi. Et petit à petit, j'ai appris beaucoup de choses mauvaises à propos de cet autre. Personne ne peut parler de ses qualités. Pour moi, l'autre était malheureusement le musulman. On ne m'a jamais parlé de ses qualités, mais de ses défauts. Ils étaient tels, ils faisaient tel. En plus, non seulement il y avait des différences sociales, mais petit à petit, il y a eu des différences politiques. J'ai compris qu'il y avait des différences politiques, ils ne croyaient pas en un Liban, ils attendaient la Oumma musulmane, etc. Un tas de mauvaises choses. Et en plus, ils voulaient remplacer le cèdre sur notre drapeau par un palmier, parce qu'il représentait l'islam. Et je croyais en ces choses. Je n'avais jamais rencontré un musulman. Aussi, j'avais quelques camarades de classe qui étaient musulmans, mais pour moi, ils étaient christianisés. Frères des écoles chrétiennes, etc. Et plus tard, l'université Saint-Joseph. Donc pour moi, ces musulmans n'étaient plus vraiment des musulmans. Le musulman était ce que j'entendais parler de ces musulmans, mauvais, méchants, etc., etc., etc. Et puis, ils se reproduisaient comme des lapins. Et rien que pour devenir plus nombreux que les chrétiens dans mon pays. Je voulais un Liban occidental tel que je l'avais connu, alors que les autres voulaient en faire autre chose. Bon, alors après l'arrivée de 600 000 Palestiniens au Liban, une armée de 40 000 soldats palestiniens de tous bords, etc., la formation de groupes militaires, communistes, ce ne sont pas comme vos communistes, mais des communistes engagés à la violence, etc. Et plusieurs autres organisations. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne parti à la défense de mon pays. Mon idée de mon pays, qui était le Liban des chrétiens, avec quelques musulmans qu'il fallait accepter quand même, mais ils devraient rester des citoyens de seconde classe. J'étais bien meilleur, j'étais plus éduqué, j'étais trilingue, etc. Eux, c'était pauvres bougres, il fallait qu'ils restent comme ça. C'est ce que je croyais. Quand la guerre a commencé, j'ai pris part à cette guerre pendant 15 ans, jusqu'à devenir le responsable numéro 2 des services de renseignement du camp chrétien. J'accomplissais une tâche que je considérais sacrée. Servant une cause sacrée, etc. J'étais peut-être le dernier protecteur du christianisme en Orient, et même peut-être le monde. Et croyez-moi, j'ai tout fait pour défendre mon Liban. Écoutez, j'avais décidé que je ne tuerais pas de civils. Mais en collateral damage, comme on dit, comment ça se dit en français? Oui, dommages collatéraux. Tout était bon pour la victoire de ma cause. Je pouvais décider de la mort de quelqu'un et rentrer chez moi à la conscience tranquille. Je servais une cause sacrée. Et les causes sacrées aujourd'hui, c'est ce qui cause tout ce qui se passe dans notre région. Une cause juive, une cause musulmane, une cause je ne sais plus quoi. Plein de causes. Et chacun croit que sa cause devrait avoir raison, en fait. Donc, vers la fin de la guerre, à cause d'un accord de paix qui a été refusé par une partie des chrétiens, je me retrouve chassé des zones chrétiennes, moi qui étais responsable, très connu, etc., pour aller vivre chez les autres. Je croyais que je n'allais pas survivre. Les autres allaient me tuer, bien sûr. Alors j'étais entre le marteau et l'enclume. Les miens qui me refusaient, j'étais devenu un traître pour eux, et les autres qui voulaient me tuer. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Initiative et Changement. Alors, Initiative et Changement
m'a accepté tout d'abord. Et c'était vraiment quelque chose. Et puis, ils m'ont demandé quelques questions. Es-tu du bon bord ou du mauvais bord? Mais moi, j'étais bien sûr du bon bord. J'imaginais que je servais une cause sacrée, etc. Ils ont souri, puis ils m'ont dit est-ce que tu serais prêt, toi qui veux changer tout le monde, changer les autres chrétiens pour qu'ils pensent comme toi, changer les musulmans, changer les Palestiniens, changer tout le monde? Es-tu prêt à changer toi-même? Je n'ai rien trouvé à changer en moi, bien sûr. Mais petit à petit, ils m'ont encouragé à regarder dans le miroir. Et dans ce miroir, j'ai vu un monstre avec du sang sur les mains. Est-ce que c'est moi ça? Comment suis-je devenu ça? J'étais comme vous. Quelqu'un de très normal. J'étais jeune ingénieur, etc. J'étais comme vous. Et ça a été le choc de ma vie. Il est dur de se réveiller, mais heureusement que je me suis réveillé. Et c'est grâce à l'accompagnement des équipes d'initiative et changement que j'ai pu le faire. Et c'est là aussi où j'ai rencontré l'autre, enfin. Trop tard, mais je l'ai rencontré. Et j'ai découvert que cet autre me ressemblait, qu'on avait des différences, qu'on n'avait pas nécessairement à se ressembler, mais qu'il fallait s'accepter les uns les autres. Tout d'abord, apprendre à s'écouter les uns les autres. Je croyais que comme je détenais la vérité, la seule vérité, ce n'était pas la peine d'écouter l'autre. Bla, 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 tu peux dire ce que tu veux, je te sors maintenant ma théorie et tu te tais. Mais en fait, j'ai appris que l'autre aussi avait sa vérité et qu'il fallait que je l'écoute et que la vérité de ce qui se passe dans cette salle, c'est la vérité de monsieur, la vérité de madame, votre vérité, la vérité de tout le monde. Groupé, qui crée la vérité de ce qui se passe dans cette salle, en fin de compte. Donc, c'est aussi là-bas que j'ai appris à collaborer avec cet autre, à avoir confiance en lui et finalement à l'aimer. Et quand j'ai aimé cet autre, il a disparu. Aujourd'hui, je n'ai plus d'autre dans ma vie. Que vous soyez pakistanais, soudanais, français, je ne sais plus quoi, je n'ai plus d'autre dans ma vie. J'appartiens à une humanité. Voilà. Donc, plus tard, dans l'intérêt de mon propre fils qui avait déjà 14-15 ans et qui avait déjà des préjugés contre les musulmans, j'ai eu cette inspiration qu'il fallait que je m'excuse publiquement sur mes actes. Parce que j'avais entendu au sein d'Initiative et Changement aussi quelque chose d'essentiel qui m'a aidé à changer. Est-ce que je voudrais rester victime de la situation dans laquelle je vis et victime des choses que j'avais faites dans le passé, ou pourrais-je me transformer en personne responsable? Responsable de mes actes, responsable de ce qui se passe autour de moi, responsable de ma patrie, de ma communauté et peut-être de l'humanité tout entière. J'ai pris le second choix, c'est de devenir responsable de mon passé. J'ai écrit une lettre, une demande de pardon à mes victimes ou à leurs parents, parce que malheureusement plusieurs n'étaient plus là, nombreux n'étaient plus là même. Et j'avais pardonné aussi dans la même lettre et je me suis promis devant Dieu, devant les hommes et la justice, d'essayer d'avertir les autres, surtout vous les jeunes, pour ne pas que vous vous laissiez aller vers la violence et vers l'ignorance de l'autre. Parce que rencontrer l'autre est très important. Apprendre à le connaître, le comprendre, etc. est très important parce que ça nous éviterait beaucoup de malheurs. Beaucoup de malheurs, croyez-moi. Plus tard, on a créé Combattants pour la paix, Fighters for Peace. On était 5 à l'origine. On l'a fait en 2012, donc bien plus tard, parce que la guerre civile est finie en l'an 90. Et aujourd'hui, on est autour d'une centaine, un peu plus même, d'ex-combattants et combattantes de la guerre civile, changés tous, prêts à parler en public de nos regrets, de ce qu'on a fait, de l'atrocité de la guerre. La guerre est moche, croyez-moi, est moche.
et aussi d'adresser les militaires, les ex-militaires, pour qu'ils cessent de parler du bon vieux temps de la guerre civile, etc. Vous savez, argent, femmes, voitures, armes, et tout ça, ça attire les jeunes malheureusement, mais personne ne leur parle de l'atrocité de la guerre, de la mort, des déplacés, de la destruction. C'est moche la guerre, c'est très moche. Et aussi qu'on pouvait l'éviter. C'est ça le message essentiel, à mon avis, parce que la guerre la violence crée des violences pires plus tard, en réaction. Donc il fallait quelque part casser le cycle de la violence et décider de ne plus être violent pour que, par réaction, l'autre aussi cesse ce cycle ou sorte de ce cycle de violence. Il nous reste combien de temps encore? Ça y est? J'allais rebondir sur une question et ensuite on va donner la parole à Wadia. Est-ce que tu as le sentiment, à l'époque où tu combattais, c'était une époque où il n'y avait pas l'Internet, il y avait une connaissance de l'autre qui était peut-être plus limitée. Aujourd'hui, tout le monde communique avec tout le monde, mais est-ce que l'autre existe toujours de la même manière? Voilà. Oui, on connaît l'autre, mais d'habitude, cette connaissance est très biaisée. Parce qu'on a un filtre là quelque part, et tout ce qui confirme ma théorie ou ma vision de l'autre, je l'accepte et je l'adopte, alors que tout ce qui est contre, je le refuse et je le jette. Alors qu'il faudrait que je fasse le contraire, que j'accepte tout, et non seulement que j'entende parler de l'autre, mais que j'aille taper à sa porte. Écoute, François, on m'a dit que tu me hais. Même en classe. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a raconté à propos de moi? Dis-moi. Et moi aussi, je voudrais te parler de ce que je sens envers toi, ce que je sais de toi. Et vérifions ensemble si ce qu'on dit les uns des autres est vrai ou pas. C'est le chemin le plus court. Mais malheureusement, on ne le prend pas. On évite de le prendre. Je me demande pourquoi. Je l'ai fait toute ma vie, mais maintenant j'ai appris qu'il ne fallait pas le faire. Merci beaucoup, Assad. Je crois qu'on peut applaudir Assad pour son témoignage. Et n'hésitez pas encore une fois tout à l'heure à lui poser des questions. Alors, Wadia, comme je l'ai dit, elle concentre son action sur les enseignants, parce que les enseignants, ceux qui vous enseignent, vos professeurs, sont évidemment des acteurs de changement. Ceux d'entre vous qui deviendront enseignants plus tard, s'il y en a, ils le seront aussi. Wadia, d'abord, pourquoi avoir choisi et pourquoi penser encore aujourd'hui que c'est à travers les enseignants que le changement social peut intervenir, y compris ou surtout dans un pays comme le Liban, où on dit beaucoup, et là j'ai envie de t'entendre, on dit beaucoup que l'État est en très très mauvaise situation, et j'imagine que ça a des répercussions sur l'éducation, par exemple. Donc raconte-nous. Bon, merci. Bonjour tout le monde. Vous permettez que je reste assise? Très bien. Imaginez-vous que nous sommes en conversation dans un grand salon. Okay. Bon, je vais répondre tout d'abord à votre question et puis élaborer sur ce qui m'a amené à cette conclusion. Vous savez que les enseignants aujourd'hui passent un bon temps de qualité avec leurs étudiants, et que le temps du Covid, avec cet enseignement en ligne, il y a eu beaucoup de régression côté nouveau enseignement. Ça nous a prouvé combien le rôle des enseignants est vraiment central, hormis les progrès technologiques et tout ça. Et en réalité, vous passez la majorité de votre temps conscient avec les éducateurs, pas seulement les enseignants des écoles, alors que dans les maisons, c'est des temps d'études, c'est des temps de manger, de dormir, et surtout sur l'écran, n'est-ce pas? Donc, ça remet entre les mains des enseignants un très grand rôle d'être vraiment des exemples du changement sans le prêcher. Je vais élaborer sur ça, mais avant, je vais confier à vous que la période où Assad était en train de faire son travail militaire, moi j'étais encore enfant. Durant les 10 premières années de ma vie, je les ai passées dans une atmosphère de bombardements, d'attentats terroristes.
Et je passais mon temps soit à aller dans des refuges, dans des abris avec les parents, soit à accueillir des réfugiés d'autres régions, notamment des apprenants, d'autres étudiants qui parachutaient dans nos classes. Alors, il fallait chaque année s'accommoder à une nouvelle série. Jamais de la stabilité, toujours quelque chose de nouveau à s'accommoder dessus. Et là, il n'y avait pas les censures comme aujourd'hui. J'étais exposée à toutes les nouvelles, à toutes les conversations des adultes, surtout dans les abris, et j'écoutais toutes ces impasses, toutes ces guerres entremêlées, parce que la guerre du Liban, les 15 années de guerre civile, ce n'est pas une seule guerre, c'est plus que 20 guerres qui se sont imbriquées, et où il y a eu tout cet amalgame des intérêts extérieurs régionaux avec les complexités libanaises. Ce n'était pas linéaire du tout. Et je me demandais, en tant qu'enfant, je me posais des questions très précoces. Je le juge maintenant, c'était très précoce, mais qui a commencé? Qui a raison? Pourquoi les Palestiniens et les Israéliens et les Syriens s'échangent le rôle à nous tuer? Moi aussi, j'appartiens à la communauté chrétienne du Liban, mais avec une autre réalité, un autre amalgame que Assad. Assad vient du Mont Liban, moi je viens de la périphérie qui est plus dans la Bekaa, qui est plus à proximité des musulmans. Et je me disais, mais pourquoi on est détesté? C'était toujours une attitude de victime, parce que c'est ce que j'entendais tout le temps. Pourquoi aussi les mercenaires libyens viennent nous égorger au Liban? Pourquoi certains de nos compatriotes nous menacent ou bien disent qu'ils vont nous éliminer? Est-ce qu'on est détestable ou bien on est détesté sans raison? Et comment finissent les guerres? Et je vous dis très clairement, comme vous avez témoigné avec les enfants de Gaza, il y a eu des enfants de 6-7 ans qui disaient « je souhaite mourir ». Moi aussi, à cet âge, je me disais « mais si on meurt, c'est plus facile ». Mais à condition que je meure avec toute ma famille, en même temps, dans le même obus, parce que je ne veux pas expérimenter cette déchirure de la séparation. Donc avoir 6-7 ans et dire « je veux mourir », en tout cas, on est tous un peuple traumatisé. Il faut l'accepter. Mais vous voyez, il y a de l'espérance. On survit après. Mais ces épreuves, je vous le confie aussi que ça a clairement mis beaucoup de haine et de peur dans mon cœur. Et c'est inévitable. Parce que vivre tout le temps dans ce danger d'élimination, ça rend la vie en noir et blanc. Pour nous, les miliciens, les gens qui ont remplacé un peu l'armée après sa division au Liban à cause de cette division sectaire et communautaire, pour nous, c'était des héros. Des héros, pas des héros. Des héros. Pardon à ça. Des héros, pour nous, ce sont tous des saints, des gens qui allaient nous sauver. Et quand on entendait des actes immoraux de vol, de viol, d'imposition de taxes illégales, des taxes illégales par ces milices, on voyait en noir et blanc. C'était tous justifié. Nous, on était les saints, ou eux les terroristes, et tout ça. Et il m'est arrivé l'an passé, j'étais en Norvège et j'écoutais des gens de l'Ukraine, des gens de l'Afghanistan, des dames surtout qui provenaient de ces pays de guerre, et elles voyaient toujours en noir et blanc nos héros, nos sauveteurs. Et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a encore à découvrir? Parce que la réalité, c'est que quand le cessez-le-feu a lieu, quand les conflits armés s'arrêtent, c'est là que commence une autre guerre. C'est la guerre de comment s'accommoder à la corruption, au chaos, à l'hégémonie sur le pouvoir par les anciens groupes armés et tout ça. Et comment surmonter tout ça et vivre. Et nous, au Liban, on continue à vivre avec les répercussions de tout ce chaos. Donc, il est facile de tomber dans cette attitude de victime et de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? On est dans l'incapacité. Juste maintenant, au Liban, il y a une grande partie de notre pouvoir qui est encore sous l'emprise des anciens miliciens. Je ne vais pas nommer, c'est un peu sensible, mais voilà. Il s'est passé quelque chose de majeur durant ces années, juste après la guerre, quelques années après la guerre, alors qu'on essayait d'organiser notre vie. D'habitude, l'Église n'organise pas des synodes pour un pays, mais c'était très important de vraiment faire gagner la cause libanaise. Les synodes, c'est la réunion des évêques, hein? Oui. La réunion des évêques du pays. Non?
Donc, c'est le Vatican qui a appelé, pas seulement les évêques du Liban, ça c'était quelque chose qui est très particulier, mais aussi tous les dirigeants musulmans à venir au Vatican. Et il y a eu une concertation de tout le peuple libanais. Donc, même moi, qui avais 17 ans, en 97, j'ai reçu un questionnaire auquel j'ai pu répondre. Et ça, c'était très important. Et après ça, il y a eu la visite mémorable et très importante du pape Jean-Paul II au Liban, qui est venu avec tout ce qu'il représente et tout ce qu'il a vécu lui-même, nous dire que le Liban n'est pas un simple pays, c'est un pays message, un pays de convivialité qu'on doit réussir, et il nous a appelés à la purification des mémoires. C'était un très beau événement. Moi-même, j'ai eu la chance de le saluer. C'était un changement de passage de dernière minute pour une raison sécuritaire, et ce n'était pas vraiment pour moi un début de paix intérieure. C'était vraiment le début d'un grand combat intérieur, parce que je me disais, bon, l'idéal c'est de collaborer, mais comment collaborer avec quelqu'un qui tient des valeurs qui sont vraiment contradictoires aux miens? Comment m'ouvrir à une communauté dont les enseignements religieux contenaient tellement de préjugés envers ma communauté? Et je m'enfermais de plus en plus dans ce raisonnement. Mais notamment, il fallait m'ouvrir et faire l'effort d'aller vers les autres et vraiment bâtir des amitiés qui étaient pour moi jusque-là impossibles. Et je commençais à découvrir combien les autres vraiment sont assoiffés de vérité. Ils sont assoiffés de stabilité exactement comme moi. Durant une de ces rencontres vers lesquelles je me suis poussée pour aller rencontrer des gens et peut-être encore juger, je n'ai pas eu à juger. J'ai rencontré un ami qui est devenu ensuite un grand ami. C'est un imam chiite qui est maintenant décédé. Assad le connaît, c'est Hani Fahs. C'est un grand ami. Donc les chiites sont une des... Pardon, oui. Je fais un peu d'explication de texte. Les chiites sont une des communautés musulmanes du Liban, celle dont on parle beaucoup parce qu'elle, en son sein, elle comporte le mouvement Hezbollah, donc vous avez dû entendu parler, et les sunnites sont une autre communauté musulmane du Liban. Voilà, c'est juste pour l'explication de texte, pardonnez-moi. Oui. Et là aussi, c'était une occasion de voir que parmi les chiites, pas tout le monde est pour le Hezbollah. Donc il y a aussi leur propre spécificité. Et lui, il m'a confié quelque chose qui était très intime à lui. Il m'a dit, tu sais, quand je réside plus que 2 semaines dans mon village à majorité chiite, je commence à développer des scénarios de peur. Je commence à me dire, est-ce que les chrétiens, les sunnites, ou bien ensemble, sont en train de développer quelque chose pour m'éradiquer? Je lui ai dit, c'est exactement la même chose pour moi. Et on s'est décidé qu'on est condamné à se mêler tout le temps pour démanteler et défaire ces jugements. Parce que vraiment, on est un peuple blessé. Et cette blessure va nous accompagner tout au long de notre vie. Il faut tout le temps l'adresser. Alors là, c'était ma première découverte, ma première réalisation. Et ensuite est venue ma grande expérience avec Initiative et Changement. J'ai été appelée à joindre un programme de leadership training. J'avais alors 19 ans. Et j'ai passé une année en Inde et en Asie de l'Est, voyageant 11 pays avec le petit-fils du Mahatma Gandhi et plusieurs autres. Mais là, ça tombait juste... En fait, j'avais 20 ans. J'allais avoir 21 ans, pas 19. Ça tombait juste après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, les attentats qui ont causé un immense changement dans les politiques internationales et une grande peur envers les musulmans. Et étant mélangée pour une musulmane, on croyait que j'étais musulmane parce que dans les têtes des Occidentaux et des Orientaux, arabe veut dire musulman. On ne croit pas vraiment qu'il y a des chrétiens qui sont originairement chrétiens, qui ne se sont pas convertis ultérieurement. On me reprochait des choses vraiment méchantes. On me traitait vraiment de terroriste. Et là, je voyais comment, en réplique, je donnais cette impression d'agressivité parce que je voulais me défendre. Et là, c'était ma première chance pour me mettre dans la peau de mes compatriotes. Auparavant, c'était plutôt théorique. Mais là, j'étais prise pour une musulmane et avec toute cette méchanceté, je me disais, mais c'est ça l'effet d'attente. En tant que personne qui commençait à me former dans l'éducation, on sait que ce qu'on attend de l'autre, on le reçoit. Si on traite quelqu'un de bon élève, il devient. Si on le traite d'un mauvais élève, il a tendance à le devenir. Et là aussi, j'ai vu la sagesse d'un saint
arabe, d'un saint en fait syriaque, pas arabe, qui est de notre région, c'est un saint Isaac le Syriaque. Il dit « Traitez votre proche comme un saint, vous l'aidez à devenir un saint. Traitez-le comme un méchant, vous le rendrez plus méchant qu'il le devait. » Voilà une grande responsabilité. Alors là, avec le temps, j'ai réalisé que, en fait, la méchanceté n'est pas dans des gens d'une certaine communauté. C'est une blessure dans la nature humaine. Et dans toutes les communautés, il y a ces méchancetés qui sont bâties sur les peurs et les ignorances. Analysez toutes les méchancetés du monde, même les narcissistes, qui sont des gens impossibles. C'est des gens qui n'ont pas su comment traiter avec une certaine blessure, comment la transformer en résurrection. Alors pour moi, c'est devenu très clair. Au lieu de me concentrer à trouver l'ennemi envers lequel m'acharner, j'ai commencé à dire le seul ennemi, c'est mes peurs et mes ignorances. Et la seule résistance, ce n'est pas contre des gens, c'est contre mes terroristes intérieurs, mes pensées. Mais comment transmettre ces convictions nécessaires pour contribuer à la réforme? Je sais que moi-même, je ne tombe plus dans les polarisations, dans les biais. Ça ne m'arrive plus. Et même si je le fais, c'est pour une période très succincte. Ça m'attriste vraiment que dans le monde d'aujourd'hui, pour aider la cause juste d'un parti, on commence à développer de nouvelles haines envers l'autre. Comme s'il faut pivoter, comme si on est dans un match de football. On est pro l'Arsenal contre Real Madrid, on est pour les Palestiniens contre les Israéliens ou vice-versa, comme si c'était un match de boxe ou bien de tennis ou n'importe quoi. Là, il arrive qu'on est tous vivants durant la même période de temps. C'est comme si vous et moi, nous voyageons dans la même locomotive. Je ne voyage pas avec vos grands-parents, vous ne voyagez pas avec mes petits-enfants. On est ensemble. Et si quelque chose arrive à cette navette, on est tous en danger. Et on ne va pas passer le temps à blâmer le confectionneur du moteur contre le confectionneur des ailes ou des rails. On va penser scientifiquement qu'est-ce qui est derrière ce danger sur cette locomotive pour assurer dans le futur des voyages plus sécurs, n'est-ce pas? Alors pourquoi on ne le fait pas? Chaque fois qu'il y a une défaite sécuritaire dans le monde, comme le 7 octobre, comme les attaques maintenant sur le Liban, comme tout ça, c'est quoi les racines de ces problèmes? D'où ça a commencé? Donc voilà, je vais vous parler de Teachers Agents of Change. Voilà, parlons des enseignants. Voilà. Donc pour Teachers Agents of Change, c'était une grande réalisation. Comme je vous l'ai dit, je me suis dit, les enseignants, c'est des agents très importants. Et on les marginalise aujourd'hui. On dit l'étudiant, c'est au cœur de l'enseignement. Oui, mais qui le fait? J'ai vu que parmi les enseignants, il y a vraiment des bâtisseurs de changements positifs. Durant un attentat au Liban, un grand attentat qui a endommagé 70 maisons, ce sont les enseignants, comme moi, qui venions chaque jour changer d'habit, porter un overall et travailler les reconstructions. On a fini en 2 mois la reconstruction de toutes ces unités, de tous ces habitats, alors que notre État s'imaginait jusque-là comment commencer ces renouveaux. Et j'ai vu de mes propres yeux, ça veut dire comment, si vous avez de la foi, toute petite, comme un grain de quoi on dit de la moutarde, oui, vous pouvez bouger des montagnes. Je me demandais tout le temps, ça veut dire quoi? Et j'ai vu des étudiants avec leurs enseignants transporter des montagnes de débris qui avaient besoin de plusieurs camions en quelques minutes. J'ai vu ça. Mais en même temps, durant un voyage en Irak, après les attentats de 2010 sur la communauté aussi chrétienne à Karad, à Bagdad, j'ai vu en voyant les investigations que ce sont les enseignants qui ont fait le lavage de cerveau pour les étudiants pour les rendre aptes au terrorisme. Donc les enseignants peuvent faire ça et ça. Et c'est avec ceci et avec l'inspiration d'un programme d'initiative et changement qui s'appelle Education Today, Society Tomorrow que j'ai commencé Teachers as Agents of Social Change, parce que j'ai voulu bâtir sur le mot task. On a une tâche à faire, on est des agents de changement.
Et comme priorité, on a choisi en concertation entre nous, enseignants du Liban, 2 priorités qui sont la réconciliation entre les Libanais et la réforme comme interdépendante, parce qu'on ne réussit pas la réforme parce qu'on n'est pas vraiment réconcilié. Alors c'est quoi la vision? C'est de bâtir une minorité créative à partir des enseignants qui voient que leur rôle n'est pas limité à l'académique, mais aussi au savoir-être, et à transmettre ceci aux étudiants. Et la mission, c'est de 2 volets. C'est de former les enseignants à un langage citoyen commun, bâti sur la citoyenneté active, donc l'esprit critique, l'attitude participative orientée vers la justice. Les valeurs communes, ce sont les vertus humaines. Depuis la nuit des temps, c'est la prudence, la justice, le courage et la maîtrise de soi, ou bien la tempérance. Et les compétences de la communication, notamment la médiation. Et le plus important, c'est que je forme les enseignants sur comment intégrer tout ceci dans le programme sans le prêcher, sans en parler. L'autre volet, c'est aider les enseignants à faire face à leurs propres blessures. Et là, dans chaque école, je suis en train de créer un core group, un groupe central, des enseignants qui acceptent de contribuer avec nous à bâtir le nouveau récit national qui intègre tous les récits du Liban. Donc chaque enseignant fait face à ses blessures. Il y a des partages des récits personnels, qu'est-ce qu'ils ont vécu durant certains événements au Liban, durant la guerre civile, durant maintenant, les guerres de maintenant. Il y a beaucoup à écouter, etc. Donc, oui, vous avez une question? Vas-y, continue. Oui. Juste, on va peut-être, pour pouvoir passer la parole à Peter, et ensuite je veux ménager du temps pour les questions, parce que je suis sûr qu'il y aura pas mal de questions. Absolument. Je termine juste avec un aspect. Est-ce que les enseignants d'aujourd'hui sont faciles à approcher? Parce qu'il peut arriver aussi que les enseignants veuillent en quelque sorte conserver leur indépendance ou te voient peut-être comme une forme d'intrus, quelqu'un qui n'est pas nécessairement bienvenu. Oui. En fait, je ne vais pas dans les écoles, elles m'appellent. Et c'est après des conférences, certaines conférences, ou bien je développe des outils pédagogiques. Je n'ai pas de livre comme mes amis là, mais j'ai un jeu éducatif que j'ai développé. Les étudiants sont en train de le réclamer à la place du bouquin sec de l'éducation à la citoyenneté. Donc, c'est des situations problèmes à résoudre, c'est des situations collectives à faire ensemble et tout ça. Et c'est ce que je suis en train de faire, mais aussi pour les récits, ils sont assoiffés de changement. C'est un momentum, parce que maintenant, avec la défaite économique et sécuritaire, tout le monde veut un changement. Donc, je veux finir avec quelque chose. Amin Maalouf, qui est mon compatriote et votre compatriote, c'est quelqu'un de commun entre nous. Amin Maalouf, qui est donc romancier, grand intellectuel, et désormais secrétaire général, secrétaire perpétuel, je crois que c'est l'appellation exacte, de l'Académie française. Parce que vous savez que tout ce qui se passe au Moyen-Orient nous affecte et vous affecte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que lui, il a parlé des malheurs du Liban et du Moyen-Orient qui ne sont pas des cas isolés. Donc, ce n'est pas les pauvres Libanais, les pauvres Israéliens, Palestiniens. Il reflète l'incapacité de l'humanité à s'attaquer aux racines profondes de ces conflits. Et le Liban, comme il l'a très bien noté, il peut être comparé à un rosier sauvage souvent planté autour des vignobles. En fait, je vous invite à voir cet article « Le Liban est un rosier sauvage » écrit par Amin Maalouf. Selon lui, ce rosier est très sensible aux maladies et il sert de signal d'alarme pour les agriculteurs pour pouvoir prévoir comment protéger la vigne. Il dit « Amis du Liban, ne détournez pas votre regard du rosier sauvage. Si vous voyez ses fleurs trembler, chanceler, puis tomber, si vous voyez la pourriture gagner la base des feuilles, c'est que la vigne entière est en danger et le vin de l'avenir sera aigre. » Voilà une citation à la fois très belle et aussi très préoccupante, parce que je ne sais pas si le rosier libanais aujourd'hui, dans quel état il est, on en parlera tout à l'heure. Vous pourrez les uns et les autres nous donner votre avis. Là, on va rentrer, si je puis dire, dans un autre cadre avec Peter, puisque c'est l'arrière-plan historique. L'arrière-plan historique, c'est souvent des itinéraires, c'est des récits moins personnels, parce que là, on a la chance avec Assad et Wadia d'avoir des récits très personnels, mais je pense que vous l'apprenez tous les jours dans vos lycées, c'est l'histoire qui a créé souvent les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, et c'est l'histoire qui a influé sur le présent. Donc Peter, peux-tu nous dire un petit peu d'où viennent ces troubles, ces difficultés dans une région
qui s'appelait à l'époque et qui s'appelle toujours la Palestine. Moi, je suis le porte-micro. Tu es le porte-micro. Attends, il y a... D'accord. Alors, vas-y, c'est bon. C'est parti. Je n'ai pas parlé français depuis 30 ans, quelque chose comme ça. Donc, je m'excuse en avance pour mon accent et pour mon discours. Mon discours ici, c'est très, très simple. Comme vous pouvez le constater en mon accent, je viens de l'autre côté de la Manche. Cependant, j'ai un lien affectif profond avec la Normandie. Cette petite boîte ici contient du sable de la plage d'Arromanches. C'est l'un de mes biens les plus précieux. Mon père faisait partie de la première vague de bateaux de débarquement au petit matin du 6 juin 1944. Et c'est presque noyé avant d'atteindre la plage, qui était sous le feu, bien sûr, des mitrailleuses allemandes. 10 jours plus tard, il a été très gravement blessé par une bombe de mortier allemande et on ne s'attendait pas à ce qu'il vive. Il a passé plusieurs mois à l'hôpital et s'est heureusement rétabli. À sa mort, quelques 33 ans plus tard, il avait encore des éclats d'obus allemands dans l'épaule et le genou. C'était mon héros. Chaque écrivain a sa propre histoire qui influence sa vision du monde et son écriture à un degré ou un autre. Nous avons tous notre histoire. Ma vision du monde a été marquée et façonnée principalement par 3 facteurs. Mes parents, mon association de 20 ans avec la fraternité d'initiatives et changements, de nombreuses visites effectuées et des amitiés nouées. Au cours des années 70 et 80, la fraternité d'initiative et changement, oui, ce que j'appelle l'idéologie mondiale de la conscience, m'a fait découvrir l'idée d'un changement sociétal en commençant par un changement personnel et par la pratique d'écouter quotidiennement sa voix intérieure pour trouver l'inspiration et la direction. Cette fraternité m'a également fait découvrir le Moyen-Orient avec ses visites, des amitiés profondes et une introduction au plaisir et aux défis de l'arabe classique, le langage, l'arabe. Au cours des décennies qui ont suivi, de nombreuses années de recherche universitaire et plus important encore, des visites à Bergen-Belsen, Dresden, Berlin, Verdun, Arromanches, Derry, Beyrouth et Jérusalem ont façonné ma vision du monde et mes écrits, en particulier dans ce livre, le livre-là. Voilà, le livre que je vous montrais, oui. Mais Peyton ne le voyait pas. Voilà. Pour commencer à comprendre les conflits actuels, je suggérerais d'étudier 3 éléments clés. Il y en a beaucoup d'autres, mais 3 éléments clés. Premièrement, l'histoire. Le passé n'est pas passé. Il n'est même pas mort, a écrit le romancier américain William Faulkner. En d'autres termes, l'héritage des événements historiques continue de façonner le présent. À bien des égards, cet héritage explique le présent. Deuxièmement, le facteur des ressources naturelles. Il est essentiel d'étudier la rivalité des grandes puissances pour le contrôle des ressources naturelles de la planète. Pétrole, diamants,
lithium et d'autres autres minéraux essentiels à la société moderne. Troisièmement, très important, le facteur d'hypocrisie. En français, d'hypocrisie. L'écart entre ce que les gouvernements et les groupes disent et ce qu'ils font réellement. Le maintien du contrôle des approvisionnements. Okay. Ah, bien sûr, oh, le français, oh mon Dieu. En pétrole a été le principal facteur non déclaré de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Cependant, le gouvernement américain n'a jamais mentionné le facteur pétrole. Il a proclamé que nous voulons répandre la liberté et la démocratie. Dans mon récent ouvrage, Politique de tromperie, Politic of Deceit, Britain and Palestine, je me suis efforcé de révéler la vérité telle que je la vois, de rétablir les faits concernant le rôle passé de la Grande-Bretagne en Palestine, de décrire les politiques, les priorités et les intentions cachées, les réalisations, les erreurs et les tromperies britanniques. Je me suis rendu aux archives nationales britanniques pour tenter de découvrir les faits. Je me suis retrouvé avec 10 000 photos de documents pertinents de l'époque, des documents secrets des premiers ministres et du ministère des Affaires étrangères. D'autre part, j'avais les archives Hansard, en anglais on dit Hansard, c'est-à-dire les archives écrites publiques du Parlement, soit 1,4 million de mots. L'écart entre les deux récits, privé et public, est toujours frappant. Il m'a fallu 7 ans pour écrire ce livre et j'en suis arrivé à 2 conclusions principales. Premièrement, la guerre de 100 ans pour le contrôle de la Palestine a commencé chez nos premiers ministres et notre ministère des Affaires étrangères à Londres pendant la Première Guerre mondiale. Aucun gouvernement britannique ne l'a jamais reconnu. En fait, les gouvernements britanniques successifs ont proclamé le contraire et continuent de le faire. Deuxièmement, pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique a promis la région de Palestine aux Arabes en 1915. 2 ans plus tard, le gouvernement de Lord George a promis la même région à la communauté juive mondiale. Donc, la même terre promise à 2 peuples. Cette promesse, de la Palestine aux Arabes a été constamment et mensongèrement niée par les gouvernements britanniques depuis 1920. Mon livre suggère qu'il est temps de reconnaître en tant que nation officiellement nos erreurs passées et nos politiques de tromperie à l'égard de tous les peuples entre le fleuve et la mer, tous les Palestiniens, tous les Israéliens, sans exception. Le document du mandat britannique ratifié par la Société des Nations en juillet 1922. La Société des Nations, juste pour explication, était l'organe international qui précédait les Nations Unies d'aujourd'hui
Je le dis d'autant plus qu'en ce moment même se tient l'Assemblée générale des Nations unies. La Société des Nations était le résultat de la Première Guerre mondiale et elle siégeait à Genève, en Suisse. Pardon, Peter. Non, ça va. Le document contenait une contradiction fondamentale, en ce sens qu'il préconisait à la fois l'établissement d'un foyer national juif en Palestine et, dans le même temps, demandait à la puissance mandataire, la Grande-Bretagne, de préparer la Palestine à l'autonomie. Cependant, dès le départ, le gouvernement pro-sioniste du Premier ministre britannique Lord George a mis en place une administration unilatérale de la colonie fondamentalement anti-arabe. Surtout, les Britanniques ont refusé toute réforme ou développement constitutionnel. Cette politique délibérée de refus d'institutions représentatives n'a jamais été déclarée aux Arabes palestiniens. Il s'agissait d'une duplicité systématique. Pendant 2 décennies, les Arabes palestiniens, qui constituaient la grande majorité de la population indigène, ont reçu des déclarations rassurantes, trompeuses de la part des gouvernements britanniques successifs concernant le droit, y compris le droit politique, ce qui constitue un exemple flagrant de racisme et d'hypocrisie constante de la part d'une puissance colonisatrice. En 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement britannique, épuisé par la guerre, s'en est lavé les mains comme Ponce Pilate, on dit Ponce Pilate en français, du problème palestinien. Les Britanniques se sont retirés et ont permis aux milices sionistes bien entraînées d'organiser un coup d'État et de chasser la majorité des Palestiniens de la Palestine. Ce fut le nettoyage ethnique de la Palestine, la Nakba et la création de l'État d'Israël. En 1948, les Arabes palestiniens autochtones constituaient encore une solide majorité, soit 68% de la population, et possédaient encore 93% des terres de la Palestine sous mandat. La communauté juive, qui représentait alors 32% de la population à ce moment-là, essentiellement européen et urbain, possédait environ 7% de la Palestine. Mais en 1948, les milices sionistes de Ben Gurion ont créé l'État d'Israël sur 78% de la Palestine. Aucun gouvernement britannique n'a jamais examiné ou reconnu les promesses contradictoires de ses prédécesseurs pendant la Première Guerre mondiale concernant la Palestine, ni les politiques trompeuses du mandat qui ont inévitablement conduit à la destruction de la société palestinienne et au conflit qui s'en est suivi. La société israélienne a été profondément traumatisée depuis octobre dernier. Depuis 2007, plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza ont été profondément traumatisés et des dizaines de milliers d'entre eux ont été assassinés. Il ne s'agit pas d'un conflit entre 2 parties égales,
mais entre un gouvernement israélien extrêmement puissant et aux intentions génocidaires et un peuple palestinien subjugué qui n'a pratiquement aucune puissance ou influence militaire, économique ou diplomatique, mais qui refuse de se rendre et d'être effacé de l'histoire. Les trois piliers du judaïsme sont la vérité, la justice et la paix. L'essence du judaïsme est la compassion pour le voisin, le frère, l'autre. Par ses politiques, le gouvernement israélien extrémiste actuel a enterré ses piliers et a totalement perdu sa boussole morale. L'actuel gouvernement travailliste britannique n'est pas tant dans un labyrinthe, moral, mais dans la boue morale. On dit boue? Dans la boue. Il y a peu de signes, voire aucun, des trois éléments essentiels à la paix et à la justice. C'est-à-dire, en anglais, on dit acknowledgement, accountability and acceptance. Okay? Les éléments essentiels à la paix. En français, apparemment, c'est reconnaissance de ses erreurs, prise de responsabilité aujourd'hui et le respect, acceptation d'autrui. Okay? Merci, Peter. On reprendra tout à l'heure. Vas-y. Une phrase. N'oubliez pas que la paix est le fruit de la justice et non sa racine. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Merci beaucoup. Alors, comme nous sommes devant un public jeune, et je sais que vos enseignants qui doivent être avec vous font sans doute ce travail, mais peut-être quand même, Peter, si tu me le permets, quelques éléments pour compléter les propos que viennent de faire Peter. D'abord, le premier élément, c'est que bien évidemment, la situation de 1947-1948 en Palestine était directement dictée par la Seconde Guerre mondiale et l'extermination des Juifs en Europe, bien évidemment. Donc, ce n'est pas une continuation. C'est ce qui se passe en 1947-1948 et le résultat d'une communauté internationale qui est traumatisée, prise dans l'engrenage terrible, infernal de la tentative d'extermination des Juifs de l'Allemagne nazie. Ça, je crois que c'est important de le redire, puisque bien évidemment, les Juifs de l'après-guerre ne sont plus les mêmes que les Juifs de l'avant-guerre. La situation est radicalement différente. Quant à ce qui s'est passé le 7 octobre, Peter ne l'a pas redit, mais je sais qu'il le sait évidemment, mais on est le 7 octobre dans le cadre d'une action extrêmement, je dirais, violente du Hamas, une action qui, moi je pense que le terrorisme a toujours fait partie de la guerre. D'ailleurs, Assad en sait quelque chose. C'est une action que l'on peut qualifier de terroriste, mais qui résulte d'une situation dans la bande de Gaza qui était extrêmement difficile et rendue difficile par l'enfermement littéral d'une population palestinienne. Encore une fois, n'oublions pas le contexte colonial. Le mot a été dit à plusieurs reprises parce que et cette situation décoloniale ou de décolonisation très violente vaut pour beaucoup de théâtres dans le monde. Et malheureusement, il faut dire que dans toutes les situations coloniales et les situations de décolonisation, le terrorisme a souvent été au rendez-vous. Le colonialisme et la décolonisation qui ont suivi ont souvent conduit. Voilà, je voulais apporter ces quelques précisions. On arrive bientôt à la commémoration du 7 octobre. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien doit s'exprimer à l'ONU, semble-t-il pour refuser le cessez-le-feu qui a été proposé par la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais également par l'Arabie saoudite, par le Qatar et les Émirats arabes unis, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire 3 pays arabes influents qui ont proposé à Israël un cessez-le-feu de 21 jours. Et semble-t-il, attendons de voir,
le Premier ministre israélien va le refuser. En tout cas, les signaux que nous avons, c'est qu'il va refuser cette possibilité. Je pense que les exposés ont été longs, mais c'était nécessaire pour vous permettre à chaque fois de comprendre bien la démarche d'un historien, Peter, d'un combattant, ancien combattant de la guerre, devenu combattant pour la paix, Assad, et d'une combattante pour l'éducation qui change les gens et qui change les générations, à savoir Wadia. Ce que je vais peut-être faire, c'est tout de suite vous donner la parole, parce que je crois que c'est important que vous puissiez poser les questions. Vous pouvez poser les questions que vous voulez, n'hésitez pas, y compris des questions qui portent sur l'explication. Il y a peut-être des choses que vous avez entendues, des concepts, des références historiques que vous n'avez pas bien comprises. N'ayez aucun souci avec ça. Donc on va prendre les premières questions, et s'il n'y a pas de questions, ou des expériences personnelles, absolument. Assad tenait beaucoup à ça. N'hésitez pas aussi à faire part de vos expériences personnelles confrontées à ces réalités qui ne sont peut-être pas celles du Proche-Orient, encore que, peut-être que certains parmi vous ont été confrontés à cette réalité ou à d'autres situations. Voilà, il y a un micro qui va circuler, il est là. Le micro, je pense que quelqu'un va le faire circuler. Ah, il y a un autre micro là-bas. Donc allez-y, levez la main, posez des questions. Et encore une fois, toutes les questions, mademoiselle qui est là-bas, ici aussi. Et je prendrai les questions au fur et à mesure. Vas-y. Nous, en cours, on a vu avec Clausewitz que la guerre, ça venait de raisons politiques. Mais je ne comprends pas du coup les raisons politiques pour lesquelles le Liban, qui est un pays qui a du mal à se remettre de ses guerres, re-rentre à nouveau dans une guerre et fait partie des pays qui vont encore être ravagés à nouveau. Alors, qui se risque peut-être, allez, Wadia ou Assad, qui se risque à expliquer alors pourquoi le Liban est à nouveau pris dans une guerre et quelles sont les raisons politiques? Alors c'est, voilà, peut-être j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, la nouvelle guerre du Liban pour les nuls. On explique en quelques mots? Oui. J'espère que ce ne sera pas une guerre. Je vous remercie pour votre question. En fait, dès le début des événements de Gaza, Hezbollah, qui est très attaché à la cause palestinienne et qui a beaucoup souffert à cause des Palestiniens en tant que communauté chiite qui vit sur les frontières avec Israël durant des dizaines d'années, a senti le besoin de défendre Gaza à distance à partir des frontières israélo-libanaises. Et je crois que c'est le tir et la réponse, réponse qui a engagé ce qui risque de devenir une guerre ouverte au Liban et éventuellement dans la région. J'espère que ce ne sera pas le cas. Donc le Hezbollah, je le rappelle, c'est une milice chiite libanaise, donc musulmane chiite, qui n'est pas, c'est important de le savoir, le Hezbollah lui-même n'est pas considéré comme un mouvement terroriste, c'est la branche militaire du Hezbollah qui est considéré par l'Union européenne comme un mouvement terroriste, mais pas le Hezbollah lui-même. Ça, c'est important à le redire. Il y avait une main qui s'était levée là-bas. Oui. Moi, j'avais une question pour M. Assad Chaftari. Avez-vous trouvé la paix avec vous-même? Et si oui, quel a été le processus pour la trouver? Le processus pour trouver la paix, si tu l'as trouvé avec toi-même. En fait, je suis désolé, mais je suis chrétien, croyant. Je crois en la bonté de mon Créateur, et Jésus-Christ est venu nous l'annoncer. Mais néanmoins, c'est quand je suis oisif chez moi que je me sens coupable. Et plus je sens que mon pays est enclin à la violence, qu'on risque d'avoir des divisions intérieures, éventuellement un déclenchement d'incidents et de conflits chrétiens, musulmans ou politiques aussi en différents bords, je me sens responsable de nouveau et je me sens coupable. Coupable parce qu'apparemment, je n'aurais pas fait assez pour convaincre les gens qui sont dans la rue que la violence ne mène à rien. On a beau, je vous ai dit, on a beau se laver le cœur, se laver les mains, mais le sang est là quelque part et vous suivra jusqu'à la tombe. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Oui, ici. Avec l'escalade de la violence au Liban, peut-on penser que l'on va vers une guerre totale parce que pratiquement toutes les caractéristiques sont en train de se réunir?
il y a la volonté de l'anéantissement et les tirs qui sont... Enfin, les civils aussi qui en pâtissent. Wadia. On est dans le danger, et il y a le danger. Et je voudrais aussi tirer l'occasion pour répondre aussi à la première question. C'est que maintenant au Liban, les gens sont divisés, profondément divisés, entre les personnes qui disent, mais bien sûr, si Israël est en train d'agresser avec une telle violence les gens à Gaza, il faut les aider. Et d'autre part, les gens qui disent, mais pourquoi nous, on veut un Liban neutre positif? Ça veut dire un Liban neutre, mais qui ne s'engage dans la guerre que s'il y a agression à l'intérieur de notre territoire. Donc là, j'ai peur que ça mène à une guerre civile après, entre des Libanais. Et c'est ce qu'on veut lutter contre. Parce que l'expérience libanaise, comme je vous l'ai dit, est très importante à être réussie. Donc, j'espère bien que ça ne va pas escalader vers une guerre majeure dans la région et que le Liban trouvera un moyen pour inverser le sens. Donc, le danger est là. Mais aussi, est-ce que je peux dire quelque chose? Parce qu'on a parlé des injustices qui ont été commises dans le passé. On a parlé de l'État israélien et pourquoi ils sont venus au Moyen-Orient, etc. Et la commémoration qui va avoir lieu le 7 octobre. Mais il y a quelque chose que je voudrais aussi vous dire, que j'ai grandi avec un grand-père qui est né en 1900. Mon père il est vivant, il a 95 ans. Donc il y a une génération ratée, mais maintenant je vois l'avantage que j'ai pu côtoyer et vraiment comprendre en profondeur comment ils ont vécu ces choses. Et je vois, et j'ai beaucoup de photos du temps de mon grand-père avec beaucoup d'amis juifs qui sont venus chez nous, dans ma maison, là où je vis maintenant, faire la fête parce qu'ils faisaient le commerce dans la région. Donc je me demande jusqu'à présent, est-ce que c'était nécessaire de créer un État qui est contre les autres ou bien de s'intégrer naturellement avec nous? Parce que les Arabes ont vraiment accueilli les gens qui étaient meurtris et victimisés ici en Europe. Pourquoi ça s'est tourné comme ça? Alors toujours, je veux inviter les jeunes à aller plus dans les racines pour vraiment adresser et aider nos amis, que qu'ils soient arabes ou israéliens, à comprendre que le vivre ensemble est possible, mais il y a des conditions, surtout l'humilité. L'humilité. Une partie arrogante ne fait jamais gagner les processus de paix. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire face à, c'est deux parties très arrogantes, très narcissistes. Que ce soit Israël ou bien tous les combattants, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, on est en train de traiter avec des partis qui sont vraiment narcissistes. Espérons et prions qu'il y aurait des gens qui ne sont pas tellement extrémistes. Et il y a. Peter, peut-être... Oh, pardon, excusez-moi. Peter, peut-être sur cette question de la guerre totale, cette question posée par la jeune fille, est-ce que tu penses, alors là l'historien va céder la place à l'analyste politique en quelque sorte, est-ce que tu penses qu'on est au seuil au moment où une guerre totale peut embraser le Proche-Orient? Avec une réponse brève, je dirais... Alors, je ne suis pas astrologue. Je dirais que c'est peu probable. Oui, c'est peu probable. Peu probable, oui. C'est possible, tout est possible, bien entendu. L'histoire est toujours inattendue. On ne sait jamais ce qui va se passer, et en particulier dans le Moyen-Orient. Mais je dirais que les pays aux alentours, pour leurs propres raisons et leurs propres intérêts, quand je dis leurs propres intérêts, je veux dire leur intérêt, l'intérêt des personnes qui les gouvernent, qui ne sont pas le peuple. D'accord? Donc je dirais dans des pays comme l'Égypte, la Syrie et la Jordanie et l'Iran, dans un sens, pour leur propre intérêt et leurs raisons qui leur sont propres. Ils ne souhaitent pas avoir une grande guerre. S'ils ont une guerre, eh bien certains d'entre eux seront soit morts ou dans leur bel appartement de Genève, Washington ou ailleurs. Donc je ne vois pas cela, enfin je vois ça comme très grave, que tout pourrait arriver, bien entendu. Mais si vous me
pousser un peu à dire oui ou non, eh bien, je dirais que je ne vois pas vraiment de guerre qui s'étendra vers l'Europe ou ailleurs. Non. Merci, Peter. On va prendre d'autres questions. Est-ce qu'il... Là, il y avait une... Ah, voilà, juste en face de moi. Allez-y. J'avais une question pour M. Peter Shamrock. Est-ce que dans le contexte de guerre qu'on connaît actuellement dans le Moyen-Orient, vous pensez que la reconnaissance de la part de la Grande-Bretagne des erreurs qu'ils ont fait dans le passé pourrait améliorer la relation entre les deux parties? You got it? Could the recognition... Yes, could it change the... Est-ce que la reconnaissance donc par le gouvernement britannique changerait la situation entre les deux parties? Certainement que ça aiderait beaucoup si les Britanniques étaient honnêtes. Ça aiderait beaucoup. Bien sûr, ça aiderait beaucoup si le gouvernement britannique pouvait au moins être une fois honnête concernant son passé. Les gouvernements, notamment les puissances précédentes, détestent, mais vraiment détestent, admettre qu'ils aient pu faire quelque chose de mauvais dans le passé, parce que ce serait comme avoir un précédent. En anglais, nous disons reconnaître, être honnête, être redevable, et l'acceptance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour essayer de trouver un terrain d'entente entre les différentes parties. Reconnaître, ça voudra dire qu'il y ait aussi la redevabilité, c'est-à-dire en anglais, ce n'est pas juste quelque chose de financier. Quand on parle de cela, on parle de la redevabilité, d'être responsable, la responsabilité financière, économique, morale, etc. Et cela suscite bien sûr la question de la réparation financière, etc. Je peux vous dire que le gouvernement britannique et le bureau des affaires étrangères ne va pas suivre le message qui est dans mon livre. Ils ne vont certainement pas reconnaître certaines tromperies et certaines erreurs dans lesquelles ils ont participé, qu'ils ont même organisées. Il y a beaucoup de livres en anglais, donc des livres britanniques, qui parlent du passé, de la Palestine et du rôle de la Grande-Bretagne en Palestine. Mais avec mon livre, le ministère des Affaires étrangères ne peut plus dire que nous ne savions pas. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas ce que le gouvernement avait fait à l'époque. Quand je parle avec des diplomates qui ont été ambassadeurs au Moyen-Orient, pour être tout à fait honnête avec vous, ces gens qui parlent l'arabe, qui ont été dans le monde arabe depuis 20-30 ans, certains d'entre eux ne savent toujours pas ce que leurs prédécesseurs ont fait. Ils ont été formés sur certaines choses, mais ils ne savent pas vraiment ce que leurs prédécesseurs ont fait dans les années 1920-1930, des choses qui ont réellement été la base de ce système qui a conduit à ce conflit entre les communautés juives et arabes en Palestine dans les années 40. Mais avec mon livre, en tout cas, je dis qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Ils ne peuvent plus dire cela. Pour moi, la reconnaissance des faits est absolument fondamentale. Et je le dis avec ma famille également. C'est la même chose pour des personnes, pour les groupes, pour les pays. Fondamentalement, c'est la même chose quand on reconnaît ses erreurs. Si on ne reconnaît pas le passé, il n'y a pas de confiance. Et c'est un dialogue de sourds. Et moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai observé, ce dialogue de sourds entre les Israéliens, les Palestiniens depuis une trentaine d'années. Il doit y avoir ce qui s'est passé avec Assad, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître, et nous, les Britanniques, devons également reconnaître le passé. Justement, je vais glisser une question, on va faire un peu de géopolitique, et je vois un autre doigt se lever là-bas, je crois. Moi, j'ai une question j'y repense maintenant. Il y a en Europe, on parle beaucoup de l'impuissance européenne. Les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord ou n'arrivent pas à agir au Proche-Orient, notamment pour une raison qu'on ne dit pas, mais qui est évidente.
c'est ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut évidemment pas demander à l'Allemagne d'intervenir dans ce conflit pour des raisons historiques qui vont continuer de lier les mains et les pieds de l'Allemagne pendant des générations. La France, de ce point de vue-là, a quand même aussi un passé très lourd vis-à-vis de la communauté juive. Mais vous, en Grande-Bretagne, vous n'avez pas été coupable d'extermination ou de tentative d'extermination des Juifs. Donc vous pourriez avoir une liberté de parole. Pourquoi vous ne l'avez pas sur Israël? Parce que nous n'avons pas notre politique étrangère indépendante. Nous suivons la politique étrangère des États-Unis. Ça s'arrête là. Point à la ligne, c'est la situation. Oui, j'aimerais dire que les Britanniques n'ont pas été impliqués dans l'Holocauste, mais j'aimerais également dire ceci, les Palestiniens non plus n'étaient pas impliqués dans l'Holocauste. Et c'est important de le dire. Concernant le gouvernement britannique et ce qu'il devrait faire aujourd'hui, personnellement, mon ami et d'autres personnes que nous connaissons, nous essayons d'influencer le gouvernement britannique pour les pousser à reconnaître de manière officielle l'État de Palestine, l'État palestinien, pour pouvoir apporter donc un statut au niveau diplomatique. Quand j'ai parlé avec des diplomates israéliens ou un diplomate israélien qui est en retraite, un ancien ambassadeur, il me dit que psychologiquement parlant, cette responsabilité, cette reconnaissance aurait un effet psychologique si jamais les Britanniques reconnaissaient l'État palestinien. Le gouvernement britannique n'a pas reconnu l'État palestinien, mais le Parlement britannique a eu un vote sur cette reconnaissance et à la grande majorité, je ne me souviens plus des chiffres exactement, mais à une grande majorité, le Parlement britannique a reconnu l'État palestinien. Donc le Parlement l'a reconnu de manière officielle, mais pas le gouvernement britannique. Mais plus de 140 des gouvernements ou des membres des Nations Unies ont reconnu donc l'État palestinien, c'est-à-dire plus de 75% du monde a reconnu l'État palestinien. Et nous, les Britanniques, devons faire la même chose et nous devons le faire maintenant. Que sur cette question de la reconnaissance de l'État de Palestine aux Nations Unies, qui est une question très actuelle, une partie de l'Union européenne a déjà reconnu l'État de Palestine. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que tous les membres de l'Union européenne d'aujourd'hui qui venaient de l'ancien bloc communiste ont reconnu la Palestine. S'y sont ajoutés récemment l'Espagne, la Norvège, si je ne me trompe pas, et la Slovénie, et l'Irlande. Voilà. Espagne, je répète donc, Espagne, Norvège, Slovénie et Irlande qui ont ensemble reconnu la Palestine. Et en ce qui concerne la France, le gouvernement continue de dire que la volonté est de reconnaître l'État de Palestine, mais que le moment n'est pas encore approprié. Ça, c'est le langage officiel du Quai d'Orsay. Assad, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, ce n'est pas pour répondre directement à votre question, Richard, mais c'est plutôt pour revenir au thème principal de ce qui se passe ici. Quelle est ma part de responsabilité en tant qu'individu dans la construction de la paix ou dans ce qui se passe dans le monde, dans mon pays ou ailleurs? Et c'est là où je voudrais vraiment vous entendre. Parce que j'attendais aujourd'hui et hier un de vous, un des jeunes présents, demander publiquement comme ça, et moi dans tout ça. Pourquoi vous me racontez tout ça? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez des réponses éventuellement? Alors, qui se lance? Qui répond à Assad? Et qui commence sa réponse par « je » ? On coopte quelqu'un, apparemment? Alors, je pense que notre responsabilité, nous, en tant que donc jeunes terminales pour la plupart,
c'est d'abord d'avoir une bonne conscience. Vraiment, la conscience, c'est très important. L'éducation, c'est très, très important. Qu'on soit conscient de ce qui se passe, sans pouvoir forcément agir directement de manière matérielle, qu'on soit conscient mentalement de ce qui se passe, objectivement, essayer de voir les points de vue, les différents, prendre ce genre de récits, d'expériences vécues, c'est extrêmement enrichissant pour que nous-mêmes, on s'approche le plus possible d'une certaine vérité et qu'on ne tombe pas surtout dans les clichés et les dits, les non-dits, etc. Mais qu'on soit vraiment plus proche d'une vérité et qu'on essaye donc de surtout changer l'opinion publique pour justement s'unir et pour comprendre qu'on est tous différents et qu'on on a tous des récits différents à l'origine, mais qui sont en réalité pas si éloignés. Et donc c'est surtout la conscience, oui, avoir conscience, s'éduquer, c'est la première chose qu'on puisse faire, je pense. Merci, bravo. Et là-bas derrière, voilà, je voyais une main se lever. Je constate une chose, c'est qu'il n'y a pas encore un garçon qui a pris la parole. Voilà. Donc je vais être obligé de dire que je vais instaurer un espèce de quota de questions. Donc si plusieurs mains se lèvent et qu'il y a une main de garçon, je prendrai le garçon en priorité. Mais pour l'instant, c'est une jeune fille qui veut parler. Effectivement, je suis en accord avec tout ce que tu viens de dire. Après, au-delà de ça, je pense aussi qu'il faut avoir une part d'action au-delà des idéaux, dans le sens où aller manifester, sortir dans la rue, exprimer haut et fort ses idéaux, parce que nous, en tant que jeunes, on sait aussi qu'on n'est pas toujours écoutés, que ce soit par le gouvernement ou par les forces d'autorité ici en France. Et moi, je pense que justement, il faut montrer qu'on est là, montrer qu'on a des idées à soutenir et pas se laisser faire par ce monde pour l'améliorer et obtenir la paix. Il y avait une question ici d'un garçon un peu plus âgé que la moyenne. On lui donne le micro. J'aimerais me présenter. Je viens de l'Afghanistan. Avec Initiative et Changement, je suis très heureux d'être ici pour représenter la génération de l'Afghanistan. Et j'aimerais poser ma question à présent. Première question pour le professeur Peter, qui a écrit ce livre qu'il nous a déjà présenté. Vous êtes un historien, professeur d'histoire. Très bon livre, comme le mentionne le titre. Je suis un militant, un éducateur en Afghanistan et je suis également bénévole pour soutenir l'éducation des filles en Afghanistan. Parce que les portes des universités et des lycées ont été fermées aux filles en Afghanistan. J'aimerais vous poser une question en tant que professeur d'histoire. Alors, depuis 21 ans, au cours des 21 dernières années, le gouvernement britannique, avec la collaboration des États-Unis, est venu en Afghanistan pour apporter un gouvernement stabilisé, pour apporter la paix, développer l'éducation et de la démocratie en Afghanistan, établir la démocratie en Afghanistan. Mais après 21 années, il y a eu des combats, un manque de tolérance. Et si vous voulez écrire un article par la suite, qui a gagné la guerre finalement en Afghanistan? Les talibans ou l'OTAN, le gouvernement britannique, américain? Qui a gagné? Donc la question est celle-ci, concernant l'implication de la Grande-Bretagne en Afghanistan, que finalement c'est l'OTAN, les États-Unis, la Grande-Bretagne qui sont venus en Afghanistan pour apporter la civilisation, la démocratie et qui finalement se sont retirés. Donc selon vous, qui est le gagnant de cette implication de 21 années en Afghanistan? Qui est-ce qui a gagné, l'Occident ou les talibans? Si vous deviez écrire un article sur ce sujet, quel serait cet article?
Alors je vais corriger une chose. Les Britanniques ne sont pas allés en Afghanistan pour répandre la liberté et la démocratie. Ce n'est pas vrai. Ils ont peut-être, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils disent toujours. C'est ce qu'ils disent toujours. Lorsqu'ils vont dans un pays pour apporter la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, etc., libérer les femmes, éduquer les gens, etc., etc. Ils ont simplement suivi les Américains. Nous avons suivi les Américains. Pour le rappeler, étaient impliqués dans l'opération de l'OTAN en Afghanistan. Oui, on s'est fait brûler les doigts. Nous avons eu un budget. Le gouvernement a eu un budget pour cela. Donc, d'une certaine manière, je dirais que pour l'instant, c'est les talibans qui ont gagné, mais le peuple de l'Afghanistan n'a pas vraiment gagné. Le fait qu'ils aient les talibans maintenant qui soient au pouvoir, ça c'est mon avis personnel, ce n'est pas un gain. Directement lié à ce que monsieur vient de dire. Au fond, Assad, vous étiez, à votre manière, un taliban libanais. Oui, oui, sans faute. Et donc, est-ce que ça vous aide à comprendre le mindset des talibans afghans d'aujourd'hui? Non seulement les talibans, mais même les Hamas, même tous les autres groupes. Et vous savez, je prie pour ces gens. Je prie pour qu'ils réalisent que ces choses ne mèneront à rien. Je prie pour qu'ils regardent dans ce miroir. Je prie pour qu'ils voient en l'autre un être humain et qu'ils reviennent ou qu'ils repensent à leur propre définition de leur propre humanité. C'est là l'essence du conflit. Je voudrais, pour finir, je crois, n'est-ce pas, je voudrais... J'ai une question pour Wadia après. Oui, mais puisque c'est mon dernier mot, je voudrais qu'on se souvienne toujours de se demander quelle est ma responsabilité personnelle, de un. De deux, puis-je être le début ou le déclenchement d'un changement dans ce monde? Parce qu'il faudrait que je vive ce que je prêche. De deux. De trois, n'oubliez jamais que quand vous indiquez quelqu'un avec ce doigt comme ça pour l'accuser, tu es responsable, tu es responsable, tu es responsable, il y a trois doigts qui reviennent à moi. Quelle est ma part de responsabilité dans ce conflit, dans ce problème, dans cette malcompréhension ou incompréhension de cet autre? Merci. Wadia, j'avais une question qui découle. Cette question me vient à l'esprit en écoutant notre ami afghan. Tu travailles au Liban avec des enseignants. Comment, en Afghanistan, on pourrait travailler avec des enseignants alors qu'aujourd'hui, les talibans interdisent l'éducation des filles? Comment on fait lorsque dans un pays, une partie de la population, la moitié, est interdite d'aller à l'école? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, est-ce que tu pourrais travailler avec des enseignants afghans? Bon, c'est une question surprise parce que j'ai pensé comment travailler avec les enseignants de Gaza maintenant. Il y a beaucoup de besoins et déjà quelque chose qui se prépare. Je sais qu'il y a des amis japonais qui ont travaillé un programme à distance avec les Afghans il y a un certain temps. Certains sont liés à Initiative et Changement. Donc l'enseignement en ligne est une solution. À part ça, je vois que si quelqu'un veut quelque chose, si profondément, il y a 1001 manières de le faire parvenir. Donc ça peut être en ligne, ça peut être à travers des documents ou bien à travers des outils qu'on peut communiquer. Peut-être les inviter, si possible, de sortir de temps en temps pour avoir certaines formations avec un certain appui étranger, sain et étranger. Parce que aussi, on est en train de travailler l'Education Today, Society Tomorrow en Inde, qui est un pays entre les deux, avec une approche internationale. Alors peut-être ça peut être une occasion. Donc voilà, tout est possible. Et déjà, ce que Malala a fait là-bas, c'est quelque chose de très héroïque et qui prouve que rien n'est impossible. Spencer, qui... Exactement sur cette question, cet Afghan, c'est un demandeur d'asile qui est arrivé en France.
qui demande de rester en France, qui est accueilli dans un CADA avec d'autres personnes qui ont souffert de la guerre. Il n'a pas vu sa famille depuis 3 ans et demi. Et il est un de 40 professeurs afghans et 200 Afghans en tout qui gèrent une université en ligne pour les filles à Kaboul. 6 000 filles et femmes à Kaboul actuellement dans son université sans un centime, sans de soutien. Mais la France l'a accueilli très rapidement. Il aimerait que la France accueille sa famille aussi, qu'il n'a pas vu depuis 3 ans et demi. Donc, il vient d'arriver ici. Donc, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Parce que les filles à Kaboul sont protégées dans leur maison. Un taliban ne va pas dans les maisons personnelles. Et bien que ces collaborateurs qui sont dans la rue, eux, ils ont été tabassés, mis en prison et relâchés à condition qu'ils ne font plus rien avec son université. Mais ça continue quand même chaque jour. Bravo. On va terminer par une question et je vais vous demander une réponse très courte à vous trois. Vous aurez constaté qu'à l'exception de notre ami afghan, c'est ce que je disais tout à l'heure, seules les jeunes filles se sont exprimées. La plupart des protagonistes... Il y avait une main d'un... Alors, je corrige et je lui donne le micro. Je ne vous avais pas vu ou on ne vous avait pas vu. On prend la question. Dernière question, mais quand même je poserai la mienne parce que vous verrez. Allez-y. Désolé. Bonjour, excusez-moi de prendre la parole aussi tard, mais je voulais juste savoir, moi personnellement, je me sens souvent particulièrement affecté par effectivement ce qui se passe dans le monde et particulièrement impuissant finalement à toutes ces choses, toutes ces horreurs qui peuvent se passer, même si ça m'affecte, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement à part manifester, parce que je vais avoir trouvé ça un petit peu inutile finalement, qu'est-ce que je peux faire vraiment concrètement pour essayer de changer les choses dans le monde à mon échelle? Assad. Je vous remercie pour cette question que j'attendais depuis 3 jours déjà. Écoutez, tout d'abord, il ne faut pas se sentir impuissant. Il est normal qu'on puisse se demander ou sentir qu'on est impuissant. Je vous comprends. Et quand j'étais encore victime de mon environnement, je sentais l'appareil. Donc, tout d'abord, il faut pratiquer ce qu'on pense au niveau personnel, puis l'étendre au niveau de la famille et de là où vous êtes, au lycée, à l'université, au travail, etc. C'est une pratique quotidienne qui nous affirmera dans nos convictions et de montrer le bon exemple, en fin de compte. Parce que c'est une maladie qui se transmet. Si vous voulez être actif pour la paix et pour l'humanité, c'est une maladie qui se transmet. Il faut aider à transmettre cette maladie. Quelqu'un a parlé ici de mouvements, etc. Tout d'abord, il faut aussi savoir se regrouper en personnes qui se ressemblent, qui sont prêts à adopter votre option, etc. 3, à faire des campagnes, et surtout parmi les jeunes. En fin de compte, vous êtes l'avenir de la France, vous êtes l'avenir du monde. Moi, je fais partie d'un passé qui n'a pas su bien gérer ce monde. Propre à vous maintenant de le faire, tout en comprenant nos erreurs. On est là pour vous expliquer qu'on a gaffé. Ne faites pas comme nous, essayez de changer les choses. Maintenant que vous êtes en connaissance de cause, ce n'était pas comme moi. Dans mon temps, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas combattant pour la paix, il n'y avait pas initiative et changement, il n'y avait rien du tout. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre à ce niveau. Eh bien, on terminera sur ces paroles. Merci. Merci à nos 3 intervenants. Et
Et merci au Forum Normandie pour la paix, évidemment, parce que ce qui se passe ici est formidable. Et merci à Initiative et Changement et à Spencer qui est monté sur l'estrade tout à l'heure, parce que c'est aussi grâce à lui que tout ça a eu lieu. Donc je vous demanderai de l'applaudir. Ah oui, Spencer et Martine, pardon, mais je me suis tourné vers Spencer parce qu'il était venu. C'est toujours ça, les hommes se lèvent et viennent, et les dames restent humbles et derrière.